Bonsoir, bienvenue. Voilà, on va laisser tranquillement chacun s'installer. Alors, chers amis, avant tout, je voudrais vous donner quelques conseils de base pour bien réussir vos frites. À savoir que le port du masque est obligatoire dans l'espace de la soirée. Du gel est à votre disposition d'ailleurs à l'entrée si vous en avez besoin, un peu partout. Enfin, ah oui c'est ça, voilà. Donc ici on va commencer par une rencontre et puis il va y avoir des lectures de textes par Juliette Subira et puis par Colline qui va nous lire des textes qui ont été écrits par d'autres collégiens du territoire. Et on continuera dehors avec du coup la suite du concert des incendiaires et du PLOF et vous êtes invités à amener votre chaise dehors, à sortir avec votre chaise comme ça sous le bras. Enfin, dernier conseil, vous trouverez des livres de recettes de pommes de terre à la librairie et ça peut toujours aider. Donc il y a un an, à très peu près, nous étions ici autour du poète congolais Gabriel Okoundji pour une soirée de poésie qui ressemblait un petit peu à l'édition 0 d'un événement à annualiser. Et depuis un an, nous avons mis sur pied une association, Semer en territoire, qui s'appuie sur une formidable équipe d'une belle quinzaine de membres. Et tous, nous sommes très différents. Il y en a certains qui préfèrent la fourme et d'autres qui préfèrent les lasagnes aux légumes. Il y en a qui font du graphisme et d'autres sont de précieuses aides logistiques et alimentaires, agroalimentaires même on devrait dire. Certains ont fait des kebabs locavores et d'autres ont développé des recettes que nous allons bientôt breveter. Je parle évidemment de la tarte aux blettes de Louisa et de la fameuse tarte à les frites sur laquelle nous allons souffler une bougie à la fin de cette rencontre. Évidemment, vous êtes tous et toutes invités à nous rejoindre et vous trouverez juste à la sortie une magnifique petite table avec du pagne bleu dessus sur lequel vous trouverez des bulletins d'adhésion. Malgré les contraintes sanitaires qui ont pesé sur nous, nous avons réussi à proposer des ateliers auprès des internes du collège de Saint-Germain-l'Herme. Et les poèmes qui en ont résulté, ils seront lus plus tard ce soir, donc par Colline, dans le cadre du concert des incendiaires, et vendredi soir, lors d'une soirée qui verra la restitution des ateliers de Les Frites, des ateliers qui sont conduits par Juliette, qui ont commencé cet après-midi, continueront vendredi, et lus par Alix Arnaud et Nathanaël Lefebvre, qui font partie du bureau de Semer en territoire et à qui je fais coucou. Nous avons proposé également des ateliers de pratique artistique intergénérationnelle accompagnés par la mission locale du Livre de Forez et le Centre local d'information et de coordination en gérontologie. Des ateliers qui seront restitués lors de la soirée de demain, qui aura lieu dans cette même rue. En fonction de la météo, on va voir. Là, on a vraiment eu peur de la pluie, alors on est en intérieur, mais espérons que demain il fasse beau pour pouvoir le faire dehors. Ces ateliers ont vu l'intervention de la formidable illustratrice Julie Escoriza, qui proposera des goûters lecture jeudi et vendredi à 16h à la gare de l'Utopie. Des lectures qui sont accessibles des tout petits et qui sont absolument interdites à tous ceux qui sont plus âgés que Jeanne Calment, tous ceux qui n'aiment pas les crêpes, là ça servira vraiment à rien de venir, ou à tous ceux qui se croient trop grands pour les livres pour petits. Mais je pense qu'il n'y en a pas. Et de toute façon, si jamais il y en a, à tout cela, j'ose le dire du haut de ma grande éloquence, poète cacahuète. Nous avons réussi à inviter le romancier Guillaume Jean en Livre de Forez à proposer une conférence autour de la production de viande qui a rassemblé un public nombreux au beau milieu du boulevard Henri IV, juste là. Il y avait un bon gros beul partout et c'était notre faute. Pardon. Mais en tout cas, on l'a fait. On a également proposé une délicieuse et bucolique journée au Jardin pour la Terre autour des récits de voyage. Nous avons enfin repoussé à l'année prochaine de nombreuses envies et programmations. Mais il y en avait une que nous ne pouvions repousser. Celle d'une forme qui rassemblerait toutes les autres pendant l'été, qui nous impliquerait tous, ceux qui passent et ceux qui restent, ceux qui arrivent aussi. Voici donc la première édition de Les Frites, micro-festival des littératures à l'oral. Et pour celle-ci, nous avons le grand privilège de recevoir Armand Gauze, qui ce soir échangera avec nous sur la place de l'oralité dans son travail et qui demain assistera à l'élégante à une lecture de son dernier ouvrage, Black Manou, lu par Laetitia, Isabelle, Nathalie, à qui je fais également coucou. Les frites ne pourraient avoir leur croquant, enfin, ni leur saveur, ni leur couleur bien dorée, sans le soutien de nombreux partenaires que je me dois de remercier. Le ministère de la Culture, la DRAC, dans le cadre du programme Prendre l'air du temps,
Également la communauté de communes Ambert-Livre-Forez qui nous soutient avec énergie et amitié. La ville d'Ambert dans le cadre du dispositif Bouge ta ville, et je remercie la présence de monsieur le maire et de monsieur l'adjoint à la vie associative, pour soutenir les soirées de ce soir et de demain qui sont co-organisées avec la magnifique, fabuleuse, enchanteresse librairie Tout un Monde et l'ensemble des commerçants de la rue de la République, en particulier la République des Fleurs, dont j'ai enfin compris le nom, la rue de la République des Fleurs, il m'a fallu du temps. Les Trésors du Palais, le nouveau pâtissier, et enfin l'Amphore qui nous offrira un peu plus tard ce soir un petit verre à partager. Il me faut enfin remercier plus que des partenaires, des compagnons de marche, le café culturel Le Colibri, basé à Saint-Germain-l'Erme, qui nous accompagne depuis un an, depuis le tout début, même avant ça en fait, et qui permet la réalisation de la soirée de vendredi 6 août et de l'atelier de Juliette Subira que vous entendrez ce soir d'ailleurs, en partenariat avec les médiathèques du Haut-Livradois et de Savy Loisirs. Un dernier mot pour vous dire à tous, enfin, que l'énergie que nous développons, que l'énergie que développent tous les organisateurs d'événements culturels en ce moment et tout le temps, il ne tient qu'à votre présence. Vous pouvez regarder donc sereinement votre voisin de gauche, regarder votre voisin de droite et les remercier chaleureusement parce que c'est grâce à eux, à vous donc, que se tient ce soir les frites avec leur bonne cuisson et, je l'ai dit, leur couleur joliment dorée. Vous êtes tous, à partir d'aujourd'hui, de par vos sourires, élus que je salue, artistes que je salue et public à qui je fais encore coucou. Trop bien. Les ambassadeurs de les frites, ça c'est quand même vraiment la classe. Et d'une idée simple qui est la nôtre et celle que nous vous partageons, nous souhaitons l'ambition culturelle partout, pour tous et par tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à les frites. Donc vous êtes photographe, vous êtes documentariste, vous êtes faux cadreur américain mais vrai cadreur pour Wine TV. Vous êtes scénariste, dramaturge, romancier. Votre premier roman Debout payé est un des gros succès de la rentrée 2014, prix des libraires Gilbert Joseph. Vous êtes également grand prix, je le prononce bien, Kaël Cédra des lycées et collèges d'Abidjan. Vous publiez en 2018 Camarade Papa, Grand Prix littéraire d'Afrique noire et prix Ivoire, ainsi que prix Virilo 2018. Le prix Virilo, c'est un prix où les jurys ont tous une moustache. Mais c'est vrai, hein. Y compris les filles. Et enfin, vous nous offrez en 2020 Black Manou, dont une lecture sera proposée, je l'ai dit, demain à 14h à l'Élégante. Vous jouissez donc d'une reconnaissance en France et en Côte d'Ivoire, c'est assez singulier pour le dire. Et si nous vous avons invité un festival de littérature à l'oral, c'est parce qu'il semble que l'oralité soit quelque chose pour vous d'important. Et j'en tiens pour preuve vos interviews sur RFI le 11 septembre 2020, dans lesquelles vous déclariez « Je suis vraiment obsédé par la phrase, il faut qu'elle claque et qu'elle claque, pas forcément dans la tête, mais aussi dans le ventre. Ce sont des phrases, les miennes, dans lesquelles tu peux mettre un monde. » Et un petit peu plus d'un mois plus tard, sur Le Média, vous répondiez au journaliste Théophile qui vous interrogeait et qui avait lu un passage de votre dernier roman. Vous dites « Bon, tu as choisi un passage qui dit tout et qui parle bien. Mais ça swing en fait. Toi, tu lis pas très bien, mais ça swing quand même. Heureusement que j'écris de belles phrases. » Est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que l'oralité, c'est important pour vous? Bon, déjà, je me trouve un peu prétentieux. Je me rappelle plus avoir dit tout ça, mais c'est pas grave. Et déjà, moi, je vais vous remercier d'être là. Mais parce que je pense que vous vous rendez pas compte de la puissance du fait qu'il y ait du monde là. Ça, c'est pas plus ni moins que les rencontres littéraires que j'ai l'habitude de faire. Hein. Partout depuis 7-8 ans. Donc on est vraiment dans la jauge normale. Et voire même au-dessus de la jauge normale. Et donc de se dire que malgré toutes les conditions, le pass sanitaire, le machin, tout ça, que vous soyez là, ça veut bien dire qu'on est tous conscients qu'on est des animaux sociaux, qu'on a besoin de ce lien entre les autres autour d'événements, autour de choses qu'on partage ou même qu'on ne partage pas. Mais on a besoin d'être ensemble autour de ça. Et ça, c'est la première des choses pour laquelle je vais vous remercier. Et la deuxième chose, c'est de dire que, bon, après ça, c'est un discours un peu vague. Moi, je suis quand même là depuis plus d'une semaine, aujourd'hui. Ça fait 8 jours, donc ça fait plus d'une semaine. Et je crois que je ne suis pas venu par hasard depuis plus d'une semaine, sans faire dans le cocorico, le machin. J'avais envie d'être là, déjà, parce que moi j'aime bien de toute façon
les territoires, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est de la novlangue, hein. C'est de la merde, ça veut rien dire, en réalité ça veut dire tout ce qui est autre que Paris, c'est un truc de prétentieux. C'est vraiment de la novlangue, donc on dit les territoires, parce qu'avant on disait les provinciaux, et que les gens se sont vexés, maintenant on dit les territoires. Bon bref, c'est la même chose. Mais par contre, moi, ce qui est important pour moi, c'était pas la forme un peu faux cul, mais surtout le fond. Les territoires, bon, enfin, le fait d'être à l'intérieur, hors du centre, hors de ce qui est convenu, de ce qui est attendu. Et moi, je suis vraiment content d'être là. D'abord parce que, déjà c'est beau, mais c'est pas pour ça que je suis venu, je suis désolé. Je suis venu parce que les gens sont beaux, en fait, parce que ça fait 1 an que j'ai envie d'être là, ça fait 1 an quand même. Et que chaque fois, il se passe quelque chose d'administratif pour reporter ce truc-là. Vraiment, c'était d'abord en novembre, puis en décembre. Ensuite en décembre, et puis on s'est dit peut-être au printemps, et là finalement on est quasiment à l'été, quoi. Mais bon, par contre, ce qui est bien, c'est que le temps a respecté ce qu'on s'était dit, et qu'on est presque en octobre, quoi. On est presque en novembre, donc tout va bien, et donc voilà. Et voilà, mais par contre, j'ai eu vraiment envie de venir un peu plus longtemps que de coutume pour être tranquille, quoi. Aussi pour rencontrer les gens, parce que c'est ça qui fait la beauté des territoires, beaucoup plus que les jolies montagnes, ou bien les belles routes, ou bien les cathédrales Saint-Jean, qui n'en sont pas moins belles. Donc voilà, donc vraiment, je voudrais vous dire merci de votre présence, et que du fait que je pense qu'il y a des gens qui ont dû me rencontrer dans la rue et tout ça, et que du fait que les choses soient beaucoup plus simples et beaucoup plus naturelles, justement du fait de l'humanité, quoi, du fait de l'humanité, que ici je me sens un peu comme si je partais dans le village de ma grand-mère ou de mon grand-père en Côte d'Ivoire là-bas, et ce n'est pas une question de province. Donc voilà, ça c'est dit, je suis content. Maintenant, la deuxième chose que tu voulais savoir, c'est autour... Tu attaques direct, hein? Ouais, oui. Ouais, mais il faut me donner de l'eau. Enfin, respecte un peu le truc. C'est-à-dire, ça se passe doucement, on fait monter. D'accord, on va reprendre la question. Reprends la question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé à l'écriture au début? Bon, voilà, ça commence à commencer. Mais je vais y aller doucement. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'écriture fascine le monde. Mais vraiment, hein, l'écriture fascine le monde depuis quasiment toujours, en fait. Hein. L'écriture fascine vraiment le monde parce que c'est un truc qui désigne une hiérarchie. Ça désigne un savoir. Ça désigne une connaissance particulière, mais d'une chose qui est complètement banale. Et donc l'écriture a toujours été conçue en opposition à quelque chose de naturel, mais qui est naturel, on ne comprend pas comment ils font, quoi. Et donc ici, en France, donc en Occident, chez les Indo-Européens, et par répercussion coloniale en Afrique, l'écriture fascine beaucoup de monde à cause de ce que j'appelle le syndrome du bois sacré. Le syndrome du bois sacré, c'est l'idée qu'il existe un groupe d'individus qui sont capables d'être dans une espèce de bois qu'on appelle bois sacré, parce que là-bas tout le monde n'y pénètre pas, au nom de la connaissance, une espèce de connaissance particulière, liée justement à l'encodage de quelque chose de banal qui est l'oralité. Je répète, encodage. Donc dès que tu encodes, dès que tu mets un code, il faut qu'il y ait des décodeurs. Et donc l'essence des gens qui... bon, il y a un code, le gars qui décode, il est bon, quoi. Il est forcément bon, il est, semble-t-il, supérieur aux gens qui ne comprennent pas le code. Et donc l'écriture fabrique tout de suite de la hiérarchie, systématiquement. Partout dans le monde, c'est pas une exception, partout dans le monde. Ce n'est même pas de la poésie que je raconte, c'est pas discutable, puisque c'est un code. Ce trait-là,
signifie A, ce trait-là signifie machin. Quand tu les assembles, ça veut dire ça. Et d'ailleurs, pour pouvoir avoir accès à ça, il faut que tu apprennes pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, et blablabla. Il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes les codes, tu apprennes à décoder les codes. Et ça va plus loin. Avec l'évolution de l'humanité, je vais prendre un peu de temps, ça va plus loin avec l'évolution de l'humanité parce que plus ça va, plus l'écriture se complexifie, plus les codes de l'écrit se complexifient, plus les gens qui les maîtrisent deviennent une espèce, ça s'appelle l'intelligentsia. C'est pas un truc de dingue ça? Ça s'appelle l'intelligentsia. Ça veut dire que nous, on est tous d'accord au nom de ça, pour décréter qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Ce qui est un non-sens, une aberration, un truc de dingue. C'est le début de la hiérarchie, le début de la verticalité. C'est un truc. Et c'est une véritable arnaque intellectuelle. Donc l'écriture, c'est d'abord une espèce d'arnaque, d'abord. Et ensuite, bon, après, l'écriture a ses vertus parce qu'elle permet de transmettre machin. Mais les vertus, c'est pas objectif. Les vertus, c'est un choix qu'on décide. On décide de savoir l'équation des trajectoires de la Lune. On peut décider de savoir ça. Mais on peut décider de n'en avoir rien à foutre aussi. Donc si on n'en a rien à foutre, donc du coup, on n'en a rien à foutre de l'écriture. De cette capacité de transmettre de façon complètement fidèle une pensée pour pouvoir la faire évoluer, tout ça. On peut décider que, voilà, on n'en a rien à foutre et que ce qui compte pour nous, c'est le contretemps dans la musique. Au lieu de taper sur 1, 2, 3, 4, tu tapes sur 2, 3, 4, 1, 2. Et que c'est ça la beauté du truc. Et c'est deux mondes complètement différents. Donc il y a un monde qui est plus accessible à Monsieur Tout-le-Monde, et puis il y a un autre qui est plus compliqué, qui demande le bois sacré, l'apprentissage de tous les codes et tout ça. Donc il fabrique tout de suite une espèce de hiérarchie, tu vois, qui sectionne la société, pas de façon horizontale, mais de façon verticale. C'est ça l'écriture, qu'on le veuille ou pas, on accepte ses avantages comme ces trucs, mais ce n'est pas un absolu. L'écriture, c'est de la culture. Beaucoup plus que parler. L'oralité. C'est de la culture. Donc voilà. Et donc moi, je découvre, parce que c'était ça la question, donc je découvre l'écriture comme tout le monde, à l'école et blablabla, machin. Et ben, quand je dis comme tout le monde, pas n'importe quel tout le monde, hein, le tout le monde occidental. Et quand je dis le tout le monde occidental, donc le tout le monde occidental, colonial aussi. L'école n'est pas naturelle. La salle de classe, c'est pas naturel, c'est de la culture. Les mathématiques, c'est pas naturel, c'est de la culture. Je sais pas moi, la physique, la géographie, tout ce que vous voulez, c'est de la culture. Tout est de la culture de toute façon, sauf très peu de choses. Ce qui n'est pas d'accord. Ça c'est notre débat. C'est une question d'après. La question d'après. et donc moi je découvre l'écriture à l'école. Et d'ailleurs je suis plutôt bon en sciences d'ailleurs. Je suis plutôt bon en sciences. Et donc mon histoire personnelle fait que je ne vis pas avec mes parents. Et que mes parents sont loin, que je suis obligé de donner des nouvelles en écrivant. Il n'y a pas d'autre moyen. La poste et tout ça, c'est des trucs... tu t'y coupes pas, quoi. Il n'y a pas de mail à l'époque, il n'y a pas de téléphone. On est dans les années 80. Voilà. Et donc moi, je commence à écrire des lettres à ma maman. Mais comme je suis en même temps d'une civilisation qui n'en avait rien à foutre de la transmission, blablabla, de la transmission précise là. Et elle pensait à une autre transmission qui est celle des sons, celle qui est du code de la religiosité, pas de la religion, de la religiosité, de l'oralité, de l'immatériel, globalement. Eux, ils avaient choisi ce style-là, quoi. Donc, comme je suis aussi l'héritier de cette civilisation, cette culture immatérielle, je savais que c'était important de parler à ma maman en écrivant, d'autant plus qu'elle n'était pas là. Parce et puis d'ailleurs, le truc le plus naturel, c'est de parler. C'est de ne pas être dans cette hiérarchie-là. Et donc j'ai commencé par écrire des lettres. Donc pour chère maman. Je viens bien, je me suis bien installé à l'internat.
les voisins sont gentils, on se lève un peu trop tôt pour aller en classe, mais globalement ça va bien, au revoir, à la semaine prochaine. La semaine prochaine tu peux pas aller, bon, chez maman. Les voisins sont gentils, c'est mort, c'est fini, ça, il s'est passé. Tu commences déjà à expliquer 2-3 trucs un peu plus complexes, il s'est passé 2-3 trucs, et puis tu te souviens que, en fait, t'écris pas, c'est pas une lettre administrative, t'écris à ta maman. C'est une adresse, et une adresse à quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu aimes, en fait. Donc, pour une personne pour laquelle tu génères du sentiment. Et donc, du coup, ça change, c'est plus le cher maman, quoi. Moi, après, à un moment donné, c'était Delphine. Parce qu'elle s'appelait Delphine. C'est pas ma faute, hein. Delphine, c'est Delphine, quoi. C'est un joli prénom. Hein. Ouais, bah oui, carrément, quoi. Mais c'est un peu bizarre quand même, quand t'es né en 1940 au fin fond de la Côte d'Ivoire, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est l'histoire aussi. Et après, et puis c'est une nana marrante, la Delphine. C'est une nana drôle et qui parle bien. Tu vois, donc j'avais envie de faire sonner ce qu'elle disait dans sa bouche à elle. Et comme elle est drôle, moi j'avais envie d'être drôle parce que je savais qu'elle allait lire les lettres là à mes petits frères et à mes petites sœurs, ou en tout cas aux gens qui sont autour d'elle. Et donc j'ai commencé vraiment à écrire en disant que j'allais faire le mal. Que ma maman allait dire mes lettres à haute voix et que j'allais faire marrer toute la maison. Voilà, donc j'ai vraiment commencé comme ça. Et puis après, ça a bougé, ça s'est évolué. Après, je ne racontais plus juste ce qui m'arrivait, mais je racontais aussi, j'inventais aussi des histoires, parce que voilà, parce que la vie est limitée en fait. 24 heures, tu peux pas partir sur la Lune et revenir, tu peux pas voir Pluton, tu peux pas vivre avec des abeilles, enfin. Donc j'ai raconté tout un tas d'histoires comme ça de façon naturelle, donc du coup mes lettres étaient devenues un must. Et j'avais changé de statut, du coup, auprès de mes frères et sœurs, déjà, parce qu'il leur semblait que je maîtrisais les fameux codes et décodages de l'écriture. Ça, c'est votre rencontre à votre écriture, en fait. Et du coup, à cette question du décodage ou de l'encodage. Et est-ce que vous pourriez nous raconter la rencontre avec l'écriture des autres, du coup? Avec les premiers romans, comment ça se passe? Avec les premières fois où vous dites, tiens, l'écriture, c'est quelque chose, c'est pas juste de le lire. Bah, ça commence par lire aussi. Quand on dit, ça commence toujours par lire. Et lire, c'est d'abord l'école, qu'on le veuille ou pas. Lire, c'est pour tous. Hein, c'est d'abord l'école. Après d'ailleurs, l'école est assez injuste, parce que l'école, normalement, devrait garantir la capacité de lire à tout le monde. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, parce que quand tu lis en classe, il y a des gens qui lisent aussi à la maison. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'injuste, socialement injuste, puisque tu peux lire à la maison, parce que tes parents ont la culture de la lecture, ils ont la culture de transmettre ce truc-là, de se transmettre ce codage et cet encodage-là, ce décodage et cet encodage. Donc voilà, donc il y a quelque chose d'injuste, il faut qu'on soit d'accord dessus. Et bon, après, évidemment, tu grandis et tu lis de plus en plus de bouquins. Moi, j'ai rencontré des bouquins, d'ailleurs, c'est comme ça que parce que les bouquins, on se rend très vite compte que c'est des gens, en fait. C'est juste des gens, c'est des histoires, certes, mais on voit que c'est des gens, quoi. Et ce sont les gens qu'on décide que c'est. C'est en fonction de ce qu'on lit. Parce que, et donc moi j'ai rencontré, donc au début j'ai lu de façon classique, on va dire. J'ai lu de façon classique pas mal de trucs, là. Enfin comme tout le monde, quoi. Les Odes de Hurlevent, tout le monde se souvient de ce truc-là, non? Oui. Les Odes de Hurlevent, ou bien le Grand Maulne, genre des choses comme ça. Je sais pas, la bête humaine. Enfin, il y a plein de tous les trucs qui s'imposent en classe. Tu commences par ça, quoi. Mais j'avais aussi j'avais une bibliothèque là, dans le trou du cul de la Côte d'Ivoire. Je crois que mon premier truc c'est Caroline chez les Rigolkiri. C'est Bibliothèque Rose. Les vieux connaissent ça un peu, non? Caroline chez les Rigolkiri. C'est une nana, elle était blonde avec des yeux bleus, elle portait une salopette rose et elle était trop marrante. Et elle avait vécu une aventure chez les Rigolkiri, une tribu d'Amazonie. C'était la première fois qu'un livre ressemblait à une veillée de conte.
Donc, donc Caroline, elle est partie dans une tribune d'Amazonie qui s'appelle les Rigolkiri. Donc, comme leur nom indique, ils sont tout le temps contents, comme Étienne. Les Rigolkiri, donc voilà, ils vivaient dans ce coin-là. Et la tribu ennemie, c'était les Larma-Pleuro, comme leur nom indique. Et quand les Larma-Pleuro rencontraient des Rigolkiri, évidemment, la douleur étant plus forte émotionnellement que la joie, donc les Rigolkiri s'est transformé en Larma-Pleuro. J'avais 10 ans quand j'ai truc. Et ça commençait à me parler, en fait. Mais seulement, il y avait les hauts de Hurlevent, quoi. Qui est derrière, tu vois, c'était un peu compliqué. Et une fois, en première, quand tu te caches un peu pour fumer des clopes, je suis parti fumer une clope dans un endroit discret du lycée classique où j'étais là. C'était un lycée classique, il y avait genre 6000 élèves quand même. Et en fait, c'était devant la bibliothèque. Il y avait une espèce de bibliothécaire fou. Tout le monde rêve de ce gars-là. Le bibliothécaire un peu fou, là. Il est chauve, tout petit. Il a des poils jusque dans sur la paume d'Adam. Et il portait ce qu'on appelait à l'époque des jackets jeans, mais nous on appelait ça des boules miches. Boulevard Saint-Michel, tu vois. D'accord. Des boules miches, tu vois. Je te jure que c'est vrai. Et en dessous, il n'avait rien, il avait des poils sur la poitrine, le ventre et tout ça. Et il avait la particularité de parler en répétant systématiquement la phrase. En répétant systématiquement la phrase. Il te disait bonjour, et voilà, il parlait comme ça. Et donc, quand il m'a repéré devant ça, c'est vraiment une histoire que je raconte. Et il m'a repéré devant la bibliothèque, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je dis non, mais moi je veux juste fumer une clope. Oui, mais entrez, vous pouvez la fumer dedans. Comme ça, l'éducateur ne va pas vous voir. Comme ça, l'éducateur ne va pas vous voir. Exactement. Et la bibliothèque du lycée était tellement pas fréquentable à cause de la tête de ce monsieur-là, qu'il y avait des pistes au milieu des livres. C'est-à-dire des endroits où il avait l'habitude de passer lui tout seul, quoi. Tout le reste était dans la poussière, quoi. Et il m'a filé le voyage au bout de la nuit. Il m'a filé le voyage au bout de la nuit. Comme ça, il m'a dit, ouais, lisez ça, ça va être bien pour vous. Et puis, pour faire le malin, j'ai commencé à le lire devant lui. Et là, bon, évidemment, tu es cuit. là, tu peux pas t'en sortir. C'était pas les hauts de Hurlevent. C'était pas le grand mold, quoi. Et pourtant, ça en jette, quoi. Donc voilà. Et c'était la première fois que moi je lisais un gars qui écrivait comme moi. J'avais 17 ans. Mais vraiment, ça a l'air prétentieux comme ça, mais c'est ça. Il écrit comme j'écris. Et c'est possible d'écrire comme ça, sans paraître complètement dingue, quoi. Donc moi, je fais le pont tout de suite entre ma manière d'écrire et ce bonhomme-là, quoi. Et ce bonhomme qui s'appelle Céline. Voilà. Mais vraiment, ça prend toute la nuit. Le lendemain matin, je vais voir le salaud, en lui disant, j'ai fini. Il a fait, ah, mais c'est génial. Et donc, je lui explique combien j'étais content qu'il me file ce livre-là. Et le bonhomme me dit, mais c'est parfait. Il avait un plan. C'est parfait, j'ai la même chose. Et il sort Amadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances. Et il me dit, c'est la même chose. C'est pas drôle pour moi qu'il me sorte. Autant Céline, c'est exotique, mais pas Amadou Kourouma, je vais le lire l'année prochaine. C'est obligatoire en classe de première. C'est obligatoire. Je me dis, c'est pas drôle, quoi. Il me dit, non, c'est exactement la même chose. Et je commence tout de suite devant lui. En fait, je l'ai quasiment lu dans la bibliothèque. Hein. Je suis quasiment pas sorti. Et c'était exactement ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, cette même capacité d'écrire des choses que tu lis en entendant la personne qui te les a écrites. Donc, les gars, ils sortaient du bois sacré. C'est la première fois pour moi que l'écriture n'était pas celle du bois sacré, mais celle de mon grand-père qui me raconte une histoire, enfin comme je fais là. Comme je fais là maintenant, j'ai plutôt tendance à vouloir tout raconter en histoire plutôt que de développer des théories, quoi. Et voilà, donc c'était ça le truc. Et donc vraiment, moi, c'est mon acte de naissance, c'est ce moment-là. Et surtout, mais je me suis dit une phrase qui résonne encore aujourd'hui en ma tête, c'est ceux-là, j'ai 17 ans, hein,
ceux-là, je peux faire comme eux. Quand je serai grand, je vais écrire des histoires comme eux. Mais vraiment, je me dis ça, vraiment, en première. Chaque fois que je dis ça, les gens ne croient pas. Quoi. On va écouter des lectures de vos différents romans, mais avant d'être arrivé justement à la forme du roman, vous avez proposé d'autres choses. Je pense que vous avez été scénariste, vous avez été également dramaturge, vous avez écrit une pièce de théâtre qui s'appelle, je crois, Autophagie. Oui, mais ça c'est récent. Ah d'accord, je pensais que c'était plus vieux. En tout cas, vous êtes passé par le scénario, qui est quand même une écriture directement pour l'oralité. Ah ouais, mais le scénario c'est génial. Le scénario c'est fait pour moi en fait. C'est le scénario, je l'ai compris tout de suite. Hein. Mais c'était pas, ça c'est les coups c'est un coup de chance. C'est pas moi qui me dis que je peux faire ça. C'est vraiment un coup de chance. Je vais voir un film. Je vais voir un film. Je suis assez sensible au cinéma, justement à cause de les Tontons Flingueurs. Par exemple, ça fait partie de mon panthéon, les Tontons Flingueurs. Mais vraiment quoi, à cause de la qualité des dialogues au diable. Je sais que ce sont les dialogues qui font que j'aime les Tontons Flingueurs. Je sais ça vraiment quoi. Je sais, mais c'est pas juste les phrases. C'est juste la manière dont les gens les prononcent. Il y a aussi ça. Il y a d'autres films aussi. Hein. Il y a des films africains de la même période qui disent la même chose. Et donc voilà. Et donc moi je vais voir un film d'Eliane de la Tour. C'est une nana qui est après on devient copains, potes. Mais c'est une nana qui est ethnologue à la base. Elle est dans le bois sacré. EHESS. Des hautes études de sciences sociales et blablabla. Et elle va à Abidjan, elle fait un film un peu sociologique, en fait, dans les milieux populaires, ce qu'on appelle le nouchi. Dans le milieu populaire, chez les brigands, quoi, en fait, chez les va-nu-pieds, dans le peuple. Globalement, elle a fait un film de ce genre-là. Et quand elle le présente, ce film à Châtelet, je crois, au Hall, quand elle le présente là-bas, en fait, ils divisent la salle en deux. Parce que les gens, s'ils aiment voir des films où il y a des noirs, mais les noirs, ils doivent chanter, danser, rigoler. Ça doit être cool, quoi. Ça doit être vraiment marrant, drôle et tout ça. Sauf que c'est pas ça, le film est vachement obscur. Et tout en étant très drôle. Et donc, moi, donc, je suis le seul à me marrer dans la salle, quasiment. Moi, je trouve ça hyper drôle, les autres sont tristes, hein, enfin bref. Donc la salle est un peu divisée en deux, et puis ils la prennent à partie. Et moi, je la défends. Et c'est vachement stylé. Quand tu fais un film comme ça, que tu es une femme blanche, 50 ans, machin, et qu'un jeune Africain noir, 30 ans, machin, te défend. Et il te défend, il a plutôt avec de bons arguments, il a l'air plutôt convaincant. Hein. Je crois que j'avais l'air convaincant. Et donc je fais vraiment ce truc-là. Et elle est vachement contente et on devient pote. Elle avait décidé d'écrire avant ça la suite thématique de ce film-là. Et donc elle avait envoyé au CNC. Et le CNC lui a répondu que vraiment c'était cool ton premier film, à peu près. Hein. C'était cool ton premier film, mais là c'est de la merde quoi. Tu vois, il n'y a pas d'histoire et tout ça. Donc quand elle me dit ça, ça m'a dit bon, c'est les copains. Moi je tiens toujours les copains. Je lui dis non, t'inquiète pas, on va t'écrire un film. Et là ça devient intéressant. Sur la base de l'histoire qu'elle raconte, moi je fais bon bah écoute, moi en prenant les deux personnages principaux, voilà l'histoire que je peux te raconter. Authentique, hein. L'après-midi, je lui raconte une histoire, en l'inventant pendant 2 heures. Donc je parle, et elle écoute. Elle dit non, mais c'est vachement bien ce que tu fais, ce qu'on va faire. Moi, je vais voir le producteur et je vais lui dire de nous financer l'écriture de ce film-là et on va faire comme tu as dit là. Là intervient l'oralité. Et donc on se met ensemble. Moi, j'invente le film scène par scène. Je sais taper sur un ordinateur, je sais écrire. Mais par contre, elle se pose sur l'ordinateur, elle a le clavier, et je parle. Et je parle. Parce que je ne peux pas inventer un film sur Abidjan juste en écrivant, en fait. Et donc, en parlant comme ça, moi je parle et elle tape, enfin, tout résonne, donc les dialogues, tout est, ça devient complètement fou. Et donc, ça durait 2 semaines, hein, quand même. Avec les jours, tu prends confiance en toi.
Et tu dors avec des scènes, tu te réveilles avec d'autres, et que tu racontes. Et c'était littéralement, j'ai raconté ce film-là, donc qu'elle a fini par réaliser. Et tu vois, il a coûté 5 millions d'euros, quoi. C'est pas juste un petit film de quartier, quoi. Et il est sorti dans 20 ou 30 salles à Paris. Moi, j'avais dit ce film-là. Et donc voilà, donc en fait, en réalité, finalement, je suis toujours arrivé dans l'écriture par l'oralité. Parce que le fait d'avoir dicté ce film à Eliane Delatour m'a donné confiance en moi, quoi. Et donc après, je me suis dit, ouais, je peux écrire tout seul des scénarios. Parce que je sais taper, tout ça. Ouais. C'est comme ça que c'est parti. Et puis votre carrière de scénariste se continue jusqu'à ce que vous arriviez au roman. Et avant qu'on entre au roman, parce que j'imagine que dans la salle, peut-être tout le monde n'a pas lu tous les romans de Gauss, que vous trouverez malgré tout à la librairie Tout un monde juste en Comment face. ça, malgré tout? Surtout à la Surtout, voilà, c'est ça. Enfin. Et ben du coup, j'invite Alix à nous rejoindre et qui va nous proposer des lectures, des extraits de vos trois romans. Voilà. Merci. Et donc, on commence par un extrait de Debout payé, donc publié en 2014, que votre éditeur a décrit comme le livre que Frantz Fanon n'a pas écrit sur la société de consommation. L'histoire de Ossiri, un étudiant ivoirien devenu vigile après avoir atterri sans papier en France dans les années 90. Cher Alix, nous vous écoutons. Chacun remplit sa demande d'emploi avec plus ou moins de concentration. Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, situation matrimoniale, numéro de sécurité sociale, etc. Ce sera l'épreuve intellectuelle la plus exigeante de la matinée. Quelques-uns regardent quand même sur la copie du voisin. Héritage des bancs de classe ou manque d'assurance. Quand on sort d'une longue période de chômage, on manque d'assurance. Des papiers circulent selon toutes les combinaisons possibles entre le groupe de négros et la secrétaire au gros néné. Après avoir paraphé et signé quelques feuilles blanches noircies de phrases ésotériques censées régir la relation de travail entre un bientôt ex-chômeur et un bientôt grand patron, il est offert à chacun des membres du groupe un sac contenant un pantalon noir, une veste noire, une cravate noire, une chemise noire ou blanche, un emploi du temps mensuel indiquant des heures et des lieux de travail. Les contrats sont à durée indéterminée. Entrés chômeurs dans ces bureaux, tous ressortiront vigiles. Ceux qui ont déjà une expérience du métier savent ce qui les attend les prochains jours. Rester debout toute la journée dans un magasin, répéter cet ennuyeux exploit de l'ennui tous les jours, jusqu'à être payé à la fin du mois. Debout, payé. Et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Pour tenir le coup dans ce métier, pour garder du recul, pour ne pas tomber dans la facilité oisive ou au contraire dans le zèle imbécile et l'agressivité aigrie, il faut soit savoir se vider la tête de toute considération qui s'élève au-dessus de l'instinct ou du réflexe spinal, soit avoir une vie intérieure très intense. L'option crétin inguérissable est aussi très appréciable. Chacun sa méthode, chacun ses objectifs. Chacun redescendra les 6 étages à sa façon. Merci. Vous avez publié ensuite... Non, mais techniquement, ça swing là, non? Elle dit bien là, il faut applaudir ça. Ça swing. Ça fait des années que je ne l'ai pas entendu. On va revenir sur les 3 romans d'un coup, mais on va continuer avec un extrait de Camarade Papa, publié en 2018, qui est le parcours croisé de Kabylie, un jeune creusois... Dabi, c'est ça, j'ai mal recopié. Un jeune creusois qui en 1880 fuit l'usine et la misère pour tenter l'aventure coloniale, et celle d'un jeune garçon qui grandit aujourd'hui dans le vocabulaire révolutionnaire de ses parents à Amsterdam. À chaque pas de course sur ses talons qui piquent, ces grands bonbons pour messieurs dansent la gloire du peuple, la plus belle des danses. Yolanda me faucille du sol. En plus de son cœur qui bat le tam-tam des bonnies marrons, elle pleure, ma Yolanda. Elle ne doit pas. Je ne vais pas me garer seule à Centrale comme la dernière fois. Je suis avec Camarade Papa. Elle me serre fort sur ses grands bonbons pour messieurs. Elle me marteau au sol et fourre dans mon sac à dos un gros paquet de petits bonbons pour enfants à la réglisse. Mes préférés. Magie Yolanda.
Mais je suis un soldat révolutionnaire du peuple souverain debout. Même mes bonbons préférés ne peuvent me corrompre. Je gronde Yolanda. Elle arrête de pleurer et finit par rire ses belles dents devant mon altitude révolutionnaire. Elle promet de ne plus recommencer. Je la regarde avec mes yeux de commissaire à la propagande ou de contrôleur à la rectification des lignes Biao. Alors, elle jure sur la tête du camarade Mao au-dessus de mon lit. Je suis rassurée. Je la regarde avec mes yeux de boni marron de la forêt du Suriname. On fait notre signe, elle s'en va. Devant Oudekerk, je ne suis pas le seul à la regarder partir. Elle se retourne une fois pour faire 2 fois notre signe. Sur elle, sur moi. Je dis « Vaarwel Yolanda » derrière le mur de ma bouche. Si ça, c'est pas de la poésie. Et enfin, on termine par un extrait de Black Manu, qui est du coup le roman que vous avez publié en septembre l'année dernière. C'est le roman Covid. Oui, c'est ça. L'assaut. Mon prétiman, pour avoir des papiers, il faut les demander. Ma Carole, pour demander des papiers, il faut en avoir. Je ne vais pas débarquer à la préfecture et dire je suis sans papier. C'est double tarif, prison, puis Air France direct Abidjan. Non, pour ça, il faut qu'il sache d'où tu viens. Tu n'as même pas de passeport. Va voir l'assaut. Ça fait 1 mois que je te dis ça. À Jussieu, dans un bâtiment abandonné pour cause d'amiante, l'assaut occupe une pièce aveugle en entresol. Sur le mur du fond, 4 photos en croix. Le père et le fils lui sont inconnus. Dans la position du Saint-Esprit, Black Manu identifie la barbe collier d'Albert Jacquard, généticien, et le visage ravagé de Jacques Higelin, musicien. Le mobilier est disposé en U, bénévole à l'intérieur, sans papier à l'extérieur. Face à face, têtes blanches extatiques, tête noire ou tête bronze sombre. Tous les visages sont transfigurés par une sorte de foi administrative. En ce lieu, les sans-papiers est une antiphrase. Extrait de naissance, bulletin de salaire, attestation en tout genre, certificats divers, facture d'hôtel, ticket de métro, note de resto. Les mains portent des pochettes ventrues comme des sandwichs grecs. Les dossiers sont obèses de tout ce qui peut prouver au moins une présence, sinon un attachement durable à la France. Asia a fui un mari violent à Annaba. Velibor bégaye depuis que la mort lui a frôlé la nuque au Kosovo. 12 ans que 12 heures par jour, Souleymane le Dogon nettoie les crottes de pâte blanche, pur sang arabe d'un haras des Yvelines. Espérance s'entête à dire Zaïre parce que Congo, ça porte la poisse. Confort ghanéenne du bois de Boulogne veut une médaille pour plaisir rendu à la nation. Pas de zone de confidentialité. Les histoires personnelles se comptent aux oreilles de tous. Question après question, les bénévoles les arrachent, même aux bouches les plus timides. Parfois, on croit être au 36 quai des Orfèvres. Sans papier n'est pas une condition humaine, c'est un état juridique. Nous ne sommes pas là pour vous soutenir le moral, mais pour vous trouver une solution de droit. On veut tout savoir, tous les détails comptent. On est en guerre contre la préfecture. Elle exploitera toutes les failles, et nous aussi. Avocat à la retraite, André est une boule d'énergie et de gras de 70 ans. Yeux bleus perçants, voix de baryton entretenue par une gitane maïs greffée à la commissure des lèvres. Cette cigarette est prisée pour fumer la poudre d'héroïne. Elle en masque l'odeur. Au pays de tout ce qui évoque son passé de dépendance à un ancien junkie, les odeurs sont au sommet de la pyramide. Et comme Black Manu le craint, quand vient son tour, il tombe sur André flottant dans une nuée bleue gitane. Malaise. Détendez-vous, monsieur, je ne vais pas vous manger. On laisse ça aux policiers. André accompagne son mauvais trait d'esprit d'un rire parachevé en quinte de tout. Comme à la première inspiration sur une pipe à crack. Perturbé, Black Manu répond en mode algorithmique. Oui, non, peut-être, si, alors je ne sais pas. La pire configuration pour un bénévole. Il faut des dizaines de questions pour déchiffrer la plus banale des situations. Écoutez, ça fait 20 minutes qu'on parle et je ne sais même pas si vous êtes ivoirien ou pas. André perd patience, Black Manu aussi. Écoutez, ça fait 20 minutes que vous me faites penser à autre chose. Éteignez la gitane et j'allume mon cerveau. Merci beaucoup. Alex, je te propose de rester avec nous et si tu as envie d'intervenir, bien sûr, tu le fais. Dans
Dans vos 3 romans, vous nous parlez d'un lien évident et d'une arrivée quelque part. Une arrivée soit en France, dans le premier, dans le troisième, ou alors des arrivées sur le continent africain, et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, au sein de Camarades Papa. Pourquoi vous intéressez spécifiquement, systématiquement à cette question d'arriver quelque part? C'est le mouvement, ça. Le fait d'arriver quelque part, ça dit que tu pars de quelque part. C'est le mouvement. Le mouvement, c'est l'ADN de notre humanité. Mais vraiment, on est vraiment fabriqué pour le mouvement. N'importe quel humain, regardez la taille des jambes, la taille des bras, le souffle, la capacité à tenir longtemps, quoi. C'est le léopard, là, le guépard, là, qui court à 120, là, il fait ça sur 20 secondes, hein. Pas plus. Après, il est obligé de s'arrêter pendant des heures pour faire refroidir son corps et tout ça, alors que nous, on a inventé la transpiration, enfin, on a inventé la transpiration, les muscles fessiers, enfin, c'est un truc extraordinaire. Et surtout le cerveau. Le cerveau, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour réfléchir. Réfléchir est... Ah ben, bien sûr, mais je suis hyper sérieux. Réfléchir est un détournement du cerveau. Et c'est ça l'humanité, c'est ça qui est magnifique. On est vraiment, vraiment fait pour bouger. Le cerveau, à la base, il est là pour recueillir des informations sur l'espace, le temps et leur gestion pour pouvoir générer le mouvement. Et d'ailleurs, c'est connu, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est hyper connu. Il existe tout un tas de micro-organismes, par exemple, qui ont des neurones. Au moment où ils ont besoin de se déplacer d'un point A à un point B, où ils se fixent, quand ils se fixent là, zéro. Donc ils économisent l'énergie, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Le cerveau vient des cellules nerveuses. Donc ces cellules nerveuses-là dégénèrent, et ils commencent une autre vie qui est une vie statique. Quand on dit que tu es bête comme une moule, c'est pas un hasard. C'est le seul truc qui n'a pas un commencement de demi-neurone. Non mais vraiment, quoi, quand on dit vraiment, puis il est con comme une moule, quoi, ce gars. C'est bien lié à ça. Et donc, ça fait 3 millions d'années, ou bien plus, on est fabriqué pour bouger. Et c'est ça qui nous a truc. C'est ça qui nous a rendu cette espèce parasite un peu, qui a contaminé toute la planète là. Les mecs, nos parents là, ils viennent de quelque part, au Kenya, ou quelque part là-bas, quoi, dans la vallée du Rift, là, en Afrique. Ils viennent de là, il n'y a personne qui vient d'ailleurs. Ça n'existe pas avant eux. Personne ne vient d'ailleurs. Ils viennent tous de là. Mais il y a des humains. En plus, c'était cool, hein, là, à cette époque là-bas. 20 degrés toute l'année, à boire et à manger, blablabla, tout ça, machin. Et quand même, les gars, ils bougent, quoi. Ils quittent ce foyer originel. Là, pour le coup, on est dans la Bible, hein, ça. Ils quittent cet Éden, là, pour aller, ils bougent. À gauche, au nord, au sud, à droite, à gauche, devant, derrière. Et ils bougent dans la forêt, ils quittent la savane, ils vont dans le désert. Aujourd'hui, tu reviens, c'est pas beaucoup, hein. 300 000 ans d'évolution, c'est rien. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. Les premiers hommes, c'est 12 000 ans, détroit de Bering. 12 000 ans. Pardon, 120 000 ans. 120 000, pardon. 120 000 ans, mais l'Angleterre, c'est 8 000 ans. L'Angleterre, 8 000 ans. Et à l'époque des Doggerland, ils y sont partis à pied. Les mecs, ils venaient déjà de Calcutta, quoi. Avant Calcutta, ils venaient de la Perse. Avant la Perse, ils venaient de l'Arabie heureuse. Avant de l'Arabie heureuse, ils venaient de la vallée du Rif, quoi. Voilà. On est fabriqué pour bouger. Et donc, c'est le truc le plus naturel chez un humain, c'est le déplacement. Et donc, moi, j'ai toujours questionné ça, quoi. Et d'ailleurs, comme mon fils dit, c'est mon fils qui dit ça, quand il a 17 ans, quand il me dit ça, il dit, ouais, mais papa, toi, t'es un écrivain de déplacement parce que t'es un négro qui a bougé, quoi. Bon, voilà, quand il dit ça, c'est une punchline comme ça, pour me secouer un peu. Mais je lui dis, mais t'as parfaitement raison, en fait. Et on a tous bougé. Tous absolument bougé. Et donc pour moi, la manière, en tout cas, c'était ma façon de résoudre déjà le fait que tout le monde bougeait autour de moi. Et que moi, j'avais toujours vu ça.
au village, là, ma grand-mère et tout ça, personne ne dit je viens de là. Ça n'existe pas, non, moi je suis d'ici. Tout le monde dit quand on te demande d'où tu viens, les gens, ils commencent par répondre avant on était là-bas. Tout le monde. Tu vas n'importe où en Afrique. Tu dis d'où tu viens. Le gars dit ouais, avant on était là-bas. Et puis il s'est passé un truc, il y a eu palabre entre nos grands-parents là. Et puis moi, mon grand-père est venu là. Tout le monde dit ça. Ici c'est pareil. Ici c'est l'Allemagne. L'Allemagne, la grande Allemagne n'a pas 200 ans. C'est le fait de fixer ce truc-là, ça n'a pas 200 ans. Tout le monde bouge, tout le monde bouge. Et c'est un bordel planétaire. Donc ça fout le bordel dans tout, hein. Dans les gènes, dans la langue, dans les cultures, ça fout le bordel partout. On ne sait plus qui est le frère de qui est le cousin de qui. C'est un joyeux, bon, et pour le coup, un joyeux bordel. Et ça, c'est super intéressant de se rendre compte de ça. C'est valable. L'Auvergne, là, ici, ça ne met même pas longtemps. C'est même pas la peine, quoi. Ici, c'est hier que ça a été peuplé, quoi. Les gens se disent, ça pue la merde là-bas, on va pas là-bas. On va partir vers le nord, on va partir vers le sud. Bon, voilà. Ou bien, on traîne dans la vallée. On traîne dans la vallée. Après, il y a 2-3 qui foutent la merde dans la vallée. Ils sont obligés de monter, tout ça. Machin, tu reviens. Il y a des gars qui sont dans le... Il y a des humains au pôle Nord, les amis. Ça rigole pas. Il y a des humains là-bas, il fait moins 60 degrés le matin, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Qu'est-ce qui les a amenés là-bas? En fait, voilà, on bouge. On a toujours bougé. Donc, moi, c'est une question que je travaille et qui m'a travaillé toujours. Et en plus, quand tu arrives ici, moi, j'ai eu du mal à justifier à mes parents pourquoi je voulais pas finir la fac à Pichon. Et donc, je leur dis, ouais, c'est parce que je veux faire un doctorat en biochimie. J'ai eu 3 bourses, enfin 3 orientations possibles, dont une bourse à Porto Alegre pour faire des études d'ingénieur agronome, une inscription à l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal, pour faire des études biomédicales, et puis une inscription à Paris 7 pour faire des études de biochimie. Vaguement, quoi. Et ça faisait 3 ans que j'avais déjà eu mon diplôme de biochimie, quoi. Et en fait, je ne pouvais pas dire à mes parents, mais j'en ai marre, je veux juste bouger. J'ai juste envie de bouger, je cherche rien, je veux bouger, j'ai envie de ça, c'est ça que je veux faire. Et ça, plus personne ne comprend ça, c'est hyper difficile. Et d'ailleurs, quand tu arrives ici, donc toi, tu arrives, la première chose qu'on te demande, mais pourquoi tu es là? Tu dis non, je suis là parce que je veux faire des études. Alors que tu es là parce que tu as juste envie d'être là. Et cette envie d'être là, c'est le truc le plus commun, le plus naturel que nous partageons tous entre nous. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, écrire, ça a commencé par cette prise de conscience là, donc naturellement, donc j'arrive pas à faire autre chose pour le moment. Et du coup, est-ce que vous écrivez au moment même de l'écriture, comme vous écriviez encore les courriers à l'époque, avec l'idée de dire que vous allez réinventer cette arrivée sur un territoire, que ce soit en France dans le premier ou le troisième, ou alors peut-être réinventer un retour dans le deuxième aussi, dans le deuxième. Dans le deuxième aussi, totalement inventé. Non. C'est le lien commun entre maintenant et puis les lettres à maman, hein, c'est que je m'adresse toujours à quelqu'un. En fait, on invente très peu d'histoires. En réalité, on compose des histoires. Personne n'invente rien. Et on compose des histoires. Et en tout cas pour moi, on fabrique une langue qui donne un sens à cette composition d'histoire. Fabrique une langue. Tout le monde a besoin d'une langue. Et une langue, c'est quelque chose qui s'entend. Là, on revient donc du coup dans l'oralité, là, ça s'entend. C'est obligé, en tout cas pour moi, hein, après les autres, il y en a qui ont, vous savez, ceux qui ont plusieurs siècles de bois sacré, là. Pas moi non seulement j'ai pas de bois sacré, mais pire, je suis communiste. Et donc j'ai plutôt tendance à vouloir abolir le bois sacré
Et la meilleure façon d'abolir le bois sacré, justement, c'est de travailler sur la langue et les références communes à tous. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment la question que je travaille le plus. Bon, vous aurez peut-être du mal à nous croire, ça fait déjà bientôt 50 minutes qu'on est en train d'échanger ensemble. Et il y a quand même un dernier... Ah non, c'est là, on a le temps. Oui, Ça mais fait c'est longtemps, pour dire on est que pas c'est dehors. chouette, ça me fait bien. Alors, il y a quand même des dernières questions que j'ai envie de vous poser, c'est à l'intérieur de cette question de la langue, des références communes, quelle est la place de la poésie? Globalement, cette question, enfin, toujours en lien avec l'acte... Ce n'est pas une question, la poésie. Ce n'est pas une question. Au moment où le premier négro, là, dans la vallée du Rif, il décide de parler, il fait de la poésie. Parce qu'il fait « Ah, oh, oh !» Et puis quelqu'un comprend « Ah, veux-tu que nous allions ensemble sur le chemin de la rivière ?» L'oralité, c'est tout de la poésie. L'oralité est déjà, c'est par définition, par essence, c'est de la poésie, c'est une espèce de réinterprétation subjective du monde par des mots, par du son, par du rythme. Quand on parle, on fabrique systématiquement du rythme. Parce qu'on est rythme nous-mêmes. Les rythmes, les saisons, la vie, la naissance, le cycle menstruel, la fabrication des spermatozoïdes, etc. Tout est la pousse des cheveux, tout est biologiquement poétique chez nous. Et donc nous on répercute ça en rythme, en disant je vais au marché. C'est de la poésie déjà. Parce que la marche, c'est le marché quoi. Le marché, c'est marcher, c'est déplacer. Mais je vais dans un endroit qui s'appelle le marché, où tout le monde est en place. On est... Mais vraiment... Et, donc, et ça justement, ce qui a extrait la poésie du milieu populaire, c'est l'écriture. Donc le fait de mettre, d'encoder encore une fois les langages le langage naturel, a exclu toute une partie des gens. J'ai vu ce film là, de William Klein qui s'appelle Grand soir, petit matin, petite référence communiste. C'est un film qui se passe à l'intérieur de la Sorbonne, en mai 68, pendant la fameuse, entre guillemets, révolution. Donc le film s'appelle Grand soir, petit matin. Ça résume tout, hein, tout ce qui s'est passé là. Et moi, quand j'arrive en 99 en France, moi j'arrive dans un pays colonisateur. Un grand pays, en guillemets. Donc, toutes mes références culturelles sont d'ici, sont des références dominatrices. Pas dominantes, hein, dominatrices, avec une véritable volonté de dire c'est nous qui avons le savoir, c'est nous qui connaissons la poésie, c'est nous qui. Enfin, c'est nous, tout, et blabla. Et c'est nous qui. Voilà. C'est ça. Je ne suis pas obligé d'accepter ça, mais peu importe. Ça ne se discute pas, c'est comme ça. Le Grand soir, petit matin de William Klein et le Joli mai de Chris Marker. Ça change tout. Ça change tout dans ma vie. Le Joli mai, c'est mai 1962. C'est la première fois qu'en France, il n'y a pas de guerre depuis 1939. En mai, et les gens venaient juste de signer les accords de Vian. Et donc, Chris Marker, qui est un métis, ça c'est super important, français-américain, il pose sa caméra dans la rue, il demande aux gens bonjour, voilà, écoutez, on est en mai, depuis 1939, il n'y a pas eu la guerre et tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes, quoi? Monsieur le Français, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Le film dure 2 heures. Il pose sa caméra donc dans la rue, chez les commerçants, rue de la République, au marché, dans le métro, à la campagne, il fait ça. Tout est chanté, tout est rythme. Et tout le monde, il n'y a pas d'accent parisien. Hein. Tout le monde parle comme il parle en truc. Là, c'est incroyable. Moi, je suis là, j'ai l'impression d'être à Abidjan. Alors que moi, je suis arrivé à Paris. Tout le monde, le Parisien, blablabla, blablabla, machin. Non, je suis arrivé en France, attention. Il y a le Marseille, l'accent qui chante, la Toulousain, machin. Mais non. En plein Paris, le commerce, les deux voisins, ils n'ont pas le même accent. Et je commence à faire... moi, j'avais comme
comme les Européens font pour l'Afrique. Ils disent les Africains. Moi, c'est la première fois que ce n'est plus les Français. Je rencontre des gens au nom de leur façon de parler, au nom de l'accent que j'entends. Je dis, ah putain, lui, il parle comme un Béninois. L'autre, il a un accent de Malien. Tu vois, il vient d'Auvergne, il a un accent de Malien. L'autre vient de Rodez. Il a un accent de Béninois. L'autre vient du sud-ouest. Il a un accent de Camerounais. Ou bien les Marseillais, ils ont des accents. Les Camerounais, ils ont des accents de Marseillais, etc. Et il raconte une France qui ressemble à ce que c'est 62. Hein. Ça fait 2 ans qu'ils ont donné avec condescendance les indépendances en Afrique. 2 ans seulement. 2 ans seulement. Et donc les gars, ils parlent comme mon grand-père. Je dis, mais c'est pas possible, de quoi? C'est truqué ou quoi? Il y a quelque chose qui va pas. Les mecs, ils parlent comme mon grand-père. Et même si c'est pas le même français, c'est la même gouaille. Quand j'écris de Debout Pays, on parlait de truculence, de gouaille africaine. Je dis, taisez-vous les amis. C'est ton père, il parlait comme ça, monsieur le journaliste. Tu as 40 ans. Ton père, il parlait comme ça. C'est pas de la gouaille, c'est pas de la truculence africaine. Ton père parlait, c'est pas Napoléon. C'est ton père qui parlait comme ça en 1960 ou en 62, au moment où on donnait l'indépendance de façon condescendante aux gens comme ça. Donc je découvre, par exemple, je vois une scène hallucinante où une nana est trop contente de partir avec ses 7 enfants à la cité des cosmonautes à Aubervilliers. Dans ces 7 enfants, elle dit mes 7 enfants, et puis 2 minutes après, tu comprends qu'en fait, elle n'en a que 3 dedans. Et il y a 4 enfants qui ne sont pas les siens, qui sont les enfants de sa sœur, qui est morte d'un accident de la circulation. Et elles sont 2 sœurs vivantes. Je parle de 62, hein, je ne parle pas de... Elles sont 2 sœurs vivantes. Elles se partagent les enfants de la sœur. Elles se partagent leurs neveux. Et comme nous, le mot neveu ne sort jamais de sa bouche, elle dit les enfants. Donc moi, je découvre quelque chose de nouveau. Je découvre le plus petit dénominateur commun qu'il y a entre nous, l'oralité. Voilà. Mais c'est... Enfin, je l'ai dit 68, j'ai commencé par 68. En 68, il y avait Renaud. Dans le documentaire de 68, juste pour finir, il y avait Renaud. Le Renaud, là. Bon, le facho d'aujourd'hui, là. Mais il avait 12 ans à l'époque. Et à l'époque, à l'intérieur de la Sorbonne, ils ont monté une crèche de façon naturelle. Ils n'ont pas dit, machin, 68. Ils ont monté une crèche, c'est la Sorbonne, il y avait tous les enfants, et Renaud faisait partie des grands de la crèche qui s'occupaient des petits. Quand il ouvre la bouche, il parle nouchi. Il parle comme un chégué. Il parle comme un enfant de Kinshasa. Il parle comme un enfant d'Abidjan. Mais vraiment, vous pouvez le voir, Donc le joli mai et grand soir, petit matin. Je vous pose une dernière question avant qu'on laisse la parole au public. Mais la poésie, bien entendu, vous nous le dites, elle est déjà dans la façon de se comprendre. C'est le plus petit dénominateur. Mais elle n'est pas que là, elle est aussi publiée dans des ouvrages. Et ces ouvrages de poésie, est-ce qu'ils sont au final comme la photo des instantanés de beauté? Non, c'est pas du tout pareil en fait. D'ailleurs, la photo, c'est pas des instantanés. Hein. La photo, c'est une réinterprétation. C'est comme la poésie, exactement la même chose. C'est une réinterprétation de la réalité. Mais c'est pas du tout. Ça fiche pas un truc. Une photo, ça bouge. Hein. C'est vachement dynamique. Je peux en parler parce que je suis photographe aussi. J'en ai vécu. J'en vis toujours. D'ailleurs, je vais répondre à un appel d'offres tout à l'heure. Non, la photo, ça bouge. Faut pas se dire. La photo, c'est pas une image. Ce qui fabrique la photo, c'est le regard que tu portes dessus. C'est vraiment ça qui fabrique la photo. Et donc pendant longtemps, les gens, ils ont cherché à... Tu sais, les Européens, là, ils ont cherché à dessiner, à faire des tableaux qui ressemblaient à des photos. Et ce qui est marrant, c'est que quand les gens ont apprivoisé la photo, ils ont commencé à faire des photos comme on fait des tableaux. Donc voilà, donc la photo, comme la poésie, c'est quelque chose de dynamique et qui ne dépend que d'une seule chose, du regard de celui qui porte le regard dessus. Mais rien de plus, hein. Il n'y a pas de code universel ni pour la poésie,
ni pour la photo. Les gens, bon, moi j'ai tendance à brûler le bois sacré. Mais pour une raison simple, parce que ce qu'on partage le plus, ce sont des sentiments. Et donc une photo ou un tableau doit te dire, ou une poésie doit te dire un sentiment. Donc la photo, tu regardes un truc et tu fabriques un monde dedans, un monde dans lequel il y a aussi du son. Tu entends un poème, donc c'est du son. Et donc tu fabriques du truc, du rythme et tout ça, dans lequel ça te donne une image. Et tu t'es dit, ouais, ben, j'ai entendu ça, ça me rappelle ça. Et c'est tout seul, hein. Tu vas jamais le clamer dans la rue, mais c'est ça qui va faire que tu vas adhérer à une poésie. Ou bien tu vas jamais expliquer à quelqu'un la photo que tu as vue. C'est ça qui fait que l'art est magnifique et que en réalité l'art est le premier mode d'expression, puisqu'il s'adresse toujours systématiquement, mais systématiquement, et encore c'est pas discutable, il s'adresse à un sentiment, toujours, y compris dans une thèse de mathématiques. Y compris dans une thèse des mathématiques, par exemple, j'expliquais, je sais plus, hier ou avant-hier, Einstein, il est connu, pas forcément à cause de la relativité, là. La relativité, c'est hyper puissant, mais il est surtout connu pour l'élégance du raisonnement qui l'a amené à E est égal à mc carré. C'est dingue de se dire, ah, mais même là-bas, je sais pas, l'anglais là, de la gravité, comment c'est Newton, il est connu pour l'histoire de la pomme qui lui tombe sur la tête. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est de la poésie ou pas? On est dedans, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup, Gauze. Je vous propose qu'on vous applaudisse. Le temps passe aussi, on va... Pendant 15 minutes, je vous propose qu'on échange avec la salle. Donc Alice a un micro que vous pouvez nous demander très facilement. Et en attendant qu'une première main se lève avec une première question, bien sûr, les échanges ils vont continuer après. Pendant, il va y avoir 2 lectures ici, celle de Juliette, celle de Colline qui vont se dérouler ici. Et puis on continuera avec le concert des Incendiaires et du PLOF juste à l'extérieur. Et bien sûr, l'ensemble de nos invités reste accessible pour continuer les échanges de manière plus informelle. Alors, une première question. Alors, souvent, c'est super compliqué la première question. Et on hésite toujours à poser la première question. Donc, passons directement à la deuxième question. Moi, je fais la première. Alors, on y va. Denise. Alors, est-ce que tu as fait dire quand même Gaspard des Montagnes? Ah, je l'ai déjà. Bravo. Ben, j'en ai 2 là, déjà. Yes. Mais je ne l'ai pas encore lu. Ah, ben, je vais partir avec, je vais lui dire. Non, c'est moi ça. Oui, Ici, une deuxième question. oui, sinon c'est juste une... Non, c'est peut-être pas la peine. Bah, Une je sais réf- pas, si je sais au pas. fond, Une réflexion, vous parliez du... Alors le film sur mai 68, et c'est une réflexion personnelle, j'ai vécu mai 68, c'était le moment de la libération de la parole, parce qu'il faut voir quelle était la société grise et terne avant, et moi j'allais à l'Odéon et à la Sorbonne, c'était un spectacle extraordinaire, la parole libre. Et vous auriez aimé connaître ça. Vous seriez régalé. Merci. En tout cas, tu as dit une chose de puissant. C'est la libération Voilà. de la parole. Voilà. Exactement. Pour une fois, ça dit que pour une fois, elle ne venait pas du bois sacré. Voilà. Elle était horizontale, Voilà. comme elle l'a toujours été. 7e question. Allez, vas-y. Tu as levé la main, je t'ai vu. Ah, c'est pas la peine, je t'ai vu. T'as fait super. Bah alors moi aussi je te fais coucou. Moi, c'est juste une remarque par rapport à ce que vous disiez au départ sur province et territoire. Et je trouve que là, justement, vous avez donné, dans tout ce que vous avez dit, le sens même du mot territoire, qui est quand même super contrairement à Paris, la province. Et je trouve que justement, le terme territoire, c'est tout ce que vous dites. C'est justement la terre, c'est qui on est, c'est ce qu'on dit, c'est les accents, c'est tout ça. Et enfin, je sais pas comment le dire, mais je trouve que le mot territoire, c'est Gaspard des Montagnes, c'est nous, quoi. Je trouve que le sens que ça prend, et par rapport à tout ce que vous dites, eh bien, ça le met encore plus en avant que le mot province. La province, c'était rien, il y avait Paris, la province. Maintenant, il y a des territoires. Et je trouve que les territoires, justement, ça rejoint une identité, une langue.
un déplacement, Très bien. une mouvance, Ouais. un mouvement. Je Alors- l'exprime mal. Non, non, tu l'exprimes très bien. Et je suis content que tu en parles, parce que je vais te dire une chose, j'étais en réalité à moitié ironique. Ah, d'accord. Mais vraiment, hein, vraiment. Parce que la province c'était fait vraiment pour insulter. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pour mépriser. Ça n'existe Et, pas. et le territoire, c'est pas du mépris, c'est de la condescendance. C'est-à-dire que en vous allant mépriser, on va vous trouver un truc un peu mieux au-dessus. Vous êtes dans le territoire. Et ce qui est bizarre, ce qui est marrant et chaud, c'est que ça correspond à un enquistement aussi, le territoire. Le territoire, donc, le territoire n'est plus souple. Tu vois, il n'est plus aussi souple. Il ne parle plus de déplacement. Il parle d'ancrage. Il parle d'ancrage. La faune, elle est d'Ambert. Elle est d'Ambert parce que les vaches, elles bouffent des trucs d'Ambert et tout ça. Mais les vaches, c'est les Peuls qui les ont ramenés ici, hein, ou les machins. Et donc, ce que les territoires disent, donc d'une part, il dit un savoir-faire local qui est lié à un partage de la terre. Mais il ne dit pas, le sous-entendu du territoire dit, ah non, non, ici, c'est chez toi, et ce n'est chez personne d'autre que chez toi. Ça ne peut pas être chez quelqu'un d'autre. Tu es exceptionnel. C'est un discours presque d'extrême droite. Et donc, il est vraiment ambigu. Tu vois? Moi, il n'y a pas à dire province ou pas province. Ici, c'est l'Auvergne, c'est Ambert. Comment on appelle? C'est un nom, le trait de Forez. Voilà. Voilà. Ici, c'est la Normandie. Là, c'est Oui, alors c'était pas du tout. C'est pas du tout. Non, 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 mais je sais très bien. Mais ça me donne l'occasion. Ouais, mais j'aime bien. C'est pour ça que je te disais que j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Mais ils sont sibyllins, les gars de la novlangue. Ils sont sibyllins. Donc, du coup, tout le monde peut prendre ça. Donc, le député facho, donc qui nie tout, qui dit non, ici c'est chez moi, c'est chez moi, ici. Ne bouge pas ici. Ah, t'es pas de chez moi. T'es d'ailleurs, machin. T'es pas bon ici. À quel moment on décide? Moi, je suis arrivé une semaine avant. Je suis pas venu parce que j'avais envie de manger de la fourme. La fourme, là, je la reçois à Paris, dans le même marché bio. C'est pas la même. C'est la même. C'est bon. J'ai goûté, c'est bon, ça, c'est bon. Elle coûte super cher en plus. Mais ici, ça coûte juste moins cher. C'est la même. C'est du circuit logistique. Et si ça peut arriver à Paris, et qu'on se dit, on continue d'appeler ça la forme d'Ambert, c'est parce que nous, on a envie d'identifier un truc. Moi, je mange tu vois, le couscous, qui est un plat colonial génial, ou le mafé, qui est un plat colonial aussi génial. Moi, j'ai juste envie de dire, c'est bien bon, mais c'est un plat colonial. La fourme, c'est bien bon, c'est un truc d'Ambert. Ou le camembert, c'est bien bon, c'est un truc de Normandie. Point. Tu vois? C'est tout, quoi. Et que si je m'installe ici, ça fait j'ai envie de rester encore une semaine, je m'étale là. Et imagine que en fait, je reste là, hein, finalement. Et que c'est moi qui prends la décision de rester là. C'est pas, il n'y a pas de boulot ici. Je viens là, je me dis, ah, je suis bien là. Ah, je me sens comme chez moi. Je me sens comme chez moi. Et le chez moi, là, ici, il est bien. Le chez moi, là, il n'est pas. Il ne fait pas 40 degrés ici. La mer, elle est à 400 mètres de chez moi. La mer, elle est à 400 mètres. La lagune est à 100 mètres. La mer est à 400 mètres. Le poisson frais, il est comme ça. Je crie, le poisson frais, il arrive. Tu vois? Mais je me dis que je me sens comme chez moi. Ça veut bien dire que je fais tout un travail personnel, ou bien naturel, pour dire que oui, c'est comme chez moi, je mets 2-3 trucs, mais c'est pas le poisson que je veux. En fait, en réalité, quand tu dis que c'est comme chez moi, ça veut dire que tu as rencontré des humains, une culture avec laquelle tu es d'accord pour partager 2-3 trucs, pour délibérer sur 2-3 valeurs. C'est ça, hein, délibérer. C'est pas définitif. Tu délibères, tu interroges et tu te poses là. Et c'est ça l'humanité. C'est pour ça qu'on peut bouger partout. Et le territoire supprime
le questionnement. Tu vois? Et ils l'ont pas inventé par hasard. L'Union européenne, s'il te sort un truc, réfléchis. Toujours. Toujours. Bien, je vous propose qu'on reste là-dessus, mais vous pouvez applaudir une nouvelle fois Cause. Évidemment, vous pouvez continuer ces échanges de manière plus informelle pendant tout le temps de ce soir et pendant les 3 jours du festival. On va continuer juste le temps du changement plateau avec la lecture de Juliette et les incendiaires. A tout de suite. Merci beaucoup. Bougez pas, il y a Juliette qui arrive.